Merci Olivier. Déjà, moi, je vais d'abord vous remercier, vous qui êtes là, parce qu'on sait que on sait dans quel pays nous sommes. Et le samedi, c'est pas tout le monde qui a le temps de trouver un créneau normalement le samedi pour nous occuper de nos obligations personnelles. Donc c'est parce que nous avons tous à cœur la situation sociale, politique, économique du pays. Nous avons à cœur le bien-être de nos frères et sœurs qui sont au Bénin, la sécurité et la paix au Bénin, que nous sommes tous là aujourd'hui. Donc déjà, je vous remercie. Et moi, c'est vrai, je suis membre de la société civile comme vous. Je fais partie d'un mouvement voilà, qui défend les intérêts des Béninois au pays. Et quand j'ai appris qu'il y a cette rencontre aujourd'hui, j'ai dit pourquoi pas ne pas intervenir sur un thème qui me tient à cœur. Et moi, le thème qui me tient à cœur surtout, c'est le thème abordé par notre amie et madame tout à l'heure. C'est plutôt les droits de l'homme au Bénin, les détenus politiques, et qui parle aujourd'hui de droits de l'homme. On ne parlerait de droits de l'homme pas sans aborder le thème de la démocratie au Bénin et de l'état de droit au Bénin. Donc, je ne vais pas répéter un peu ce qui a été déjà dit. Moi, je sais qu'on sait tous ici ce que c'est que les droits de l'homme, mais il faille quand même qu'on rappelle un peu vraiment ce que c'est et certains articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur lesquels notre constitution et la plupart des constitutions, je dirais d'ailleurs, se basent pour définir un peu le mode de vie, comment se passera les choses dans chaque pays. Donc les droits de l'homme, en fait, c'est un concept qui à la fois philosophique, je dirais politique, économique et tout, mais c'est à la base un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur dans son pays et d'autres facteurs locaux, c'est-à-dire quelle que soit son ethnie, sa religion, sa nationalité. Et ces droits qui sont des droits qui sont opposables, je dis bien opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir en place. Donc je parle tout à l'heure de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vais citer quelques articles qui nous intéressent particulièrement quand nous prenons la situation actuellement au Bénin. C'est l'article 8 qui dit « Toute personne a droit à un recours effectif devant des juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. » L'article 9, nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10, toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. L'article 20, toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Je précise bien pacifique. Et enfin, l'article 21, qui m'intéresse beaucoup particulièrement, parce qu'elle dit « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne également a le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. » Et c'est le même article qui nous dit que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Donc tout à l'heure je disais, nul ne peut parler des droits de l'homme sans aborder le sujet de la démocratie. Pourquoi? Parce que les droits de l'homme sont généralement des droits sur lesquels se basent souvent les pays démocratiques ou les pays démocratiques par la loi, par des normes constitutionnelles ou par des conventions internationales, afin que le respect de ces droits soit assuré par tous, y compris par l'État. Parce que l'État n'est au-dessus de personne. C'est nous qui les avons nommés. Ils sont là pour défendre nos intérêts. Ensuite, donc, il convient dans ce cas de définir un peu ce que nous entendons par la démocratie. Et la démocratie, c'est que le peuple détient la souveraineté. Et cette démocratie repose sur le principe de la séparation des pouvoirs. Nul ne sait ce qu'on appelle séparation des pouvoirs. C'est quand on parle du pouvoir exécutif, législatif et le judiciaire. Donc, aucun de ces pouvoirs ne peut empiéter sur le domaine de l'autre. Alors, les trois critères essentiels qui
pour moi, sont essentiels dans un pays démocratique. C'est le choix des gouvernants. Ça rejoint un peu le sujet des élections, où chaque élection, il faut un certain nombre de principes qui doivent être mis en place. Il ne faut pas non plus torpiller le droit de l'autre pour pouvoir gagner ci ou ça. L'élaboration des décisions qui passent forcément par le principe de la séparation des pouvoirs. Et enfin, la mise en œuvre de la responsabilité de chacun. Nous vous avons donné un pouvoir, il nous revient quand même à nous de vous demander à date régulière qu'on vous remette en jeu pour dire si on vous a confié ici, est-ce que ça a été fait tel que ça a été demandé, ou sinon, les sanctions qui s'appliquent, elles s'appliquent à tous. C'est comme l'a dit tout à l'heure notre confrère, il a rappelé que lorsque Patrice Talon il prenait le pouvoir, il a dit, je n'oserais pas citer vraiment mot pour mot, mais que s'il n'arrivait pas à garantir la sécurité des Béninois et qu'il ne défendrait pas nos intérêts, il s'apprêtait à subir toutes les conséquences. Donc, ensuite, j'aborderai la question des détenus politiques. Alors, moi, je dirais détenus politiques entre griffes. Pourquoi? Parce que je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait faire quand même la différence entre ce qu'on entend par détenu politique et détenu d'opinion. Alors, un détenu politique, en fait, c'est une personne emprisonnée pour des motifs politiques. C'est-à-dire que cette personne, elle s'est opposée par des actions, c'est-à-dire la violence ou autre, à un pouvoir en place dans son pays. Et un détenu d'opinion, c'est une personne qui n'ont pas apposé des actes de violence, mais il a agi simplement il a juste envie d'exprimer ses opinions et ses convictions, qui de surcroît sont contraires aux convictions du régime en place. Donc du coup, il est considéré comme une personne d'opinion différente, donc un prisonnier d'opinion. Alors, la différence entre ces deux thèmes, c'est que un prisonnier politique, en fait, lui, dès lors qu'on l'a dénommé comme prisonnier politique, il sera jugé par un tribunal national ou international. Ça dépendra quand même de la gravité de la faute commise. Par contre, un prisonnier d'opinion, comme le défend correctement Amnesty International, c'est un prisonnier normalement selon le droit de l'homme qui est que tout homme a droit à la liberté d'expression et d'opinion. Il bénéficie de la relaxe immédiate et inconditionnelle. Donc, aujourd'hui, moi, je peux affirmer que notre pays, le Bénin, c'est un pays de nature démocrate à la base. Donc, à mon sens, nous n'avons pas de détenus politiques, mais je dirais des détenus d'opinion. Parce qu'aujourd'hui, quiconque se lève aujourd'hui pour exprimer ses opinions, ses convictions, et qui plus est sont contre le régime en place, on te met au youf, comme on le dit. Donc, j'appuierai même mon opinion parce que la dernière visite de notre président au Vatican, quand il a été interviewé à Radio Vatican, il a sur la question des détenus politiques, il a dit qu'au Bénin, qu'il n'y a pas de détenus politiques. Mais il s'en est arrêté là. Il n'a pas dit plus. Il aurait pu dire, on a des détenus qui ne sont pas politiques, mais d'opinion. Mais il n'a pas voulu s'étendre sur le sujet. Donc, moi, du coup, je reconnais, alors que ce monsieur, comme on a l'habitude de le dire, c'est un monsieur, c'est un hyper-président rusé. Il joue sur les mots. Et il sait jouer ses pignons comme il peut pour ne pas se faire prendre par ses propres mots. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais, ce monsieur, en fait, tout ce qu'il fait aujourd'hui, il sait que c'est des prisonniers d'opinion, mais pour ne pas qu'on les qualifie de prisonniers d'opinion et qu'on les relâche tout simplement, il essaie de maquiller la chose. Pourquoi? En leur cherchant des herbes pourries sous les pieds. C'est les malversations financières, des fraudes fiscales par-ci, je dirais... on dit, par exemple, le cas de la filière coton, où on a dit tu as détourné tel montant, ou Laurent Métognon, qui par nature est un syndicaliste, on le sait, à qui on a dit vous avez détourné 2 milliards, je crois, pardon, il a reçu des pots, voilà, sans preuve, mais juste sur la base de malversation, on le fout en prison. Et qui plus est,
la Cour constitutionnelle, elle a statué sur ce fait. Et en cas de manque de preuves, normalement, une personne est censée quand même être mise en liberté conditionnelle. Mais aujourd'hui, je pense que tous ces droits sont bafoués. Et il convient de rappeler quand même que le but visé par tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'aboutir à une seule chose que nous connaissons tous. C'est d'aboutir à la révision de notre constitution en sa faveur. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que notre président, c'est un hyper-président. Mais ce que je condamne aujourd'hui, c'est qu'il joue ses pions en faveur de lui. Pourquoi? Parce qu'il est en face d'une société civile qui est vouée au silence. C'est parce que nous sommes silencieux, nous n'arrivons pas à dire haut et fort ce que nous pensons, que ce monsieur, il se dit, voilà, je peux tout faire. Et le jour qu'on l'avait entre-temps interviewé, il a dit, je me rappelle bien, je ne dirai pas mot pour mot non plus, que pour qu'un président soit réélu, il faut que, je ne sais plus trop, que merci, c'est par son résultat, mais pas ses grands électeurs, et la manière dont il tient le peuple. Les grands électeurs. Là, aujourd'hui, je peux dire qu'il tient les grands électeurs comme si c'était des chiens. Viens par ici, on vient par là, viens par là, on vient par là. Aujourd'hui, le Bénin, il est voué au silence, mais moi, je veux dire, cette réunion, pourquoi je n'y prends pas, je dis, comme l'a dit Sonia, il ne sert à rien de leur donner des transferts Western Union, de leur donner de l'argent, de faire des œuvres sociales. On dit à une personne, pour qu'on te montre comment on grandit, on va te montrer comment pêcher. On ne va pas te donner du poisson tout le temps, mais te montrer comment pêcher. Aujourd'hui, l'opposition, Talon, il craint que l'opposition, il sait que l'opposition viendra de l'extérieur. Parce que les Béninois aujourd'hui qui sont au Bénin, ils ne peuvent plus rien dire. Et le Béninois, je pense qu'aujourd'hui, s'il sait que les gens de l'extérieur, ils se sont levés et qu'ils sont avec eux, même s'ils savent qu'ils sont dans l'opulence, nous, on s'en fout du Bénin. C'est pas Talon qui viendra me dire aujourd'hui que mon cabinet me licencie. C'est pas lui qui me paie mon salaire. Mais si nous, on est conscient de ce qui se passe au Bénin et qu'on leur dit, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls dans cette lutte-là, nous sommes avec vous. Certes, nous sommes riches, comme vous le pensez. Certes, nous avons nos salaires, non pas par talent, mais la part que nous vous envoyons au Bénin aussi, nous avons besoin de vous montrer que vous pouvez aussi créer cette richesse par vous-même. Donc, nous allons nous lever et leur montrer que nous sommes aussi avec vous. Et Talon, il crée cette opposition en fait. Et c'est pour ça, c'est le but du fameux code électoral qui est sorti là, l'article 249. Il sait que si les Bénins de l'extérieur se lèvent, il n'a pas de chance. Donc moi, je suis là aujourd'hui pour nous exhorter tous à vraiment nous unir ensemble. C'est-à-dire nous en France, aux États-Unis, en Belgique, de partout dans le monde, que nous nous unissions, que nous appelions nos frères qui sont bénins, que nous les exhortions à rompre ce silence. C'est ce silence-là qui les pousse vraiment dans le gouffre. Donc voilà. Si nous ne voulons pas que nos droits soient bafoués, il est temps qu'on se lève, qu'on se réveille et qu'on crie haut et fort notre ras-le-bol. Merci. Merci. Vraiment merci à Rianat Chitou. Merci de cette présentation parce qu'elle a vraiment synthétisé le cadre juridique dans lequel notre pays aujourd'hui se trouve. Alors, comme nous avons des contraintes de temps, je vais aller rapidement à l'essentiel. Je vais faire une synthèse des différentes interventions et surtout faire une présentation globale de la gouvernance de Talon au Bénin. Ensuite, nous passerons aux témoignages et aux questions avec la salle. Voilà. Donc, ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Ce qui nous réunit ici, c'est rapidement vous présenter aujourd'hui l'état de la gouvernance aujourd'hui au Bénin peut se définir par ce seul mot. Patrice Talon aujourd'hui symbolise une grande imposture. Et c'est quoi une imposture? De façon basique, c'est quelqu'un qui se présente pour ce qui n'est pas. Ok? Il se présente, je peux vous donner un exemple clair, il se présente pour un compétiteur né, mais en réalité, toute sa vie, il n'a jamais compéti nulle part. Ces richesses qu'il a acquis
ce sont des richesses qui ont été pour la plupart, faites sur des bases frauduleuses. Et il n'a jamais gagné un seul appel d'offres. Je mets au défi quiconque ici de me sortir un seul appel d'offres que Patrice Talon a gagné. Vous ne trouverez pas. Ça s'est fait toujours sur des bases de magouilles, on finance, etc. Donc, on a 3 éléments qui synthétisent rapidement la gouvernance de Talon. C'est que nous avons une faillite éthique et morale de la gouvernance de Talon. Nous avons une économie qui est prise en charge, qui est prise en otage aujourd'hui au Bénin. Il n'y a pas de politique économique aujourd'hui au Bénin. Il y a tout simplement des mécanismes de prédation. Ce n'est pas de la politique économique, ce n'est pas des politiques publiques. Ensuite, vous avez une démocratie de façade. En gros, vous avez toutes les institutions de contre-pouvoir, un parlement, une justice, quelques médias, etc., une société civile, mais vous n'avez pas le rôle qu'elle joue. Vous n'avez pas des pratiques liées à la comptabilité, comme on dit en anglais, c'est-à-dire demander aux gouvernants de rendre compte. Vous n'avez pas un parlement qui joue son office, qui est celui à la fois de voter des lois justes, mais surtout de contrôler l'action du gouvernement à travers plusieurs mécanismes. Ensuite, un peu avant, le dernier élément, c'est très important. C'est ça qui nous réunit ici. Si on ne saisit pas ça, c'est qu'on n'a pas compris pourquoi nous sommes ici. Et ça va dans le sens de ce que Mme Chitou a dit tout à l'heure, et des uns et des autres. C'est qu'il faut une urgence d'une résistance collective, mais surtout de la diaspora. Pourquoi? Pour 2 raisons essentiellement. La diaspora dispose des moyens, parce qu'elle vit la plupart dans des pays occidentaux où des pratiques démocratiques se passent, et surtout, elle a des positions économiques, elle travaille, elle est insérée dans le tissu des affaires, etc. Donc, la diaspora peut se mobiliser sur le plan financier. Très important. Sur le plan politique également. Il faut que la diaspora comprenne son rôle qui est celui également de réseauter, faire du lobbying, faire des plaidoyers et surtout aussi de saisir, donc faire de la saisine au niveau des juridictions, etc. Donc, on y va. Donc, grosso modo, au niveau de la faillite morale et éthique de la politique de Talon, c'est quoi? C'est un mépris des exigences de sa charge. C'est-à-dire que le président de la République ne considère pas qu'il est là, qu'il a prêté serment, etc. Il ne respecte pas ce qu'on appelle le pacte républicain. C'est quoi le pacte républicain? C'est un ensemble d'usages et de pratiques qui respectent à la fois la volonté populaire, mais surtout les principes démocratiques. C'est-à-dire que je suis élu, mais j'ai une obligation aussi de rendre compte. Je suis élu, c'est parce que tout simplement, la souveraineté, le pouvoir ne m'appartient pas, c'est quelqu'un qui me l'offre en délégation. Je suis tenu de gouverner selon l'intérêt général. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Un chef de l'État, il n'est pas là pour faire ce qu'il veut. C'est pas comme ça. Un chef de l'État est là essentiellement pour une seule chose. L'intérêt général. Si on n'a pas compris ça, il vaut mieux aller faire des affaires et faire autre chose. Mais quand on rentre dans le service public, c'est uniquement le sacerdoce. On est là pour servir. Donc, Patrice Talon a un président sans humanisme. Je vais l'expliquer tout à l'heure. On y va. Alors, rapidement, la diapo suivante. Au niveau, ça c'est rapidement une bio-express de Patrice Talon. Donc, grosso modo, il a 60 ans. Ok, il est négociant dans les affaires, comme on dit. Là encore, la notion d'homme d'affaires est à relativiser. Parce qu'il y a des pratiques, il y a une déontologie des affaires. Vous ne pouvez pas faire des affaires et ne pas rendre compte. Vous ne pouvez pas faire des affaires et baigner dans des crimes économiques, etc. Vous ne pouvez pas faire des apports, des affaires et on n'a pas accès à vos états financiers, etc. Il y a un certain nombre de mécanismes. On ne peut pas s'appeler homme d'affaires et puis faire ce qu'il fait là. Ce qu'il fait, je le répète, ça s'appelle de la prédation. Ce n'est pas des affaires, ça. Ensuite, vous avez, grosso modo, Forbes, qui est un magazine économique, avait chiffré sa fortune à 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, je vous dis que ce montant, c'est une estimation de l'ensemble de son patrimoine et de ses investissements. Mais quand vous y voyez, vous voyez que l'essentiel de cette fortune s'est fait sur la prédation des richesses du peuple béninois. Et ce n'est pas pour rien que le peuple béninois croupit en prison, parce que, justement,
Ces 400 millions-là lui appartiennent, mais on les a filés à un seul individu par des mécanismes frauduleux d'appel d'offres bidouillés, etc. Donc c'est très important. Aujourd'hui, il est dans le coton, dans l'hôtellerie, dans la banque, dans la logistique, dans les engrais, etc. et dans plein de choses. La suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi j'insiste ici? Parce qu'on ne peut pas comprendre la situation dans laquelle nous baignons au Bénin si on ne comprend pas ça. C'est fondamental. L'idée que vous vous faites de la conception d'un pouvoir détermine quel président vous serez. Si vous avez, comme le président Talon, un mépris, mais un mépris total des usages républicains ou du pacte républicain, vous assistez à ça. Et ça, aux États-Unis, on aurait pu le destituer pour impeachment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a prêté serment sur une base frauduleuse. Il n'a jamais porté l'écharpe. Jamais. Il n'a jamais signé même le serment qui le lie au peuple béninois. À partir du moment où je n'ai ni porté l'écharpe, je n'ai ni signé de serment qui me lie à vous, mais je fais ce que je veux. C'est dans ça que nous sommes. Vous avez ici le président Boniaï qui incarne la fonction. Ce qui fait de vous que vous êtes président, c'est à la fois le serment, mais c'est l'écharpe. C'est l'écharpe qui fait de vous le premier des Béninois. C'est-à-dire le grand commandeur dans l'ordre national du Bénin. C'est ça, le sens de cette écharpe. Ensuite, nous avons la suivante. Comme nous aimons tricher beaucoup au Bénin, vous voyez qu'au Niger à côté, qui est notre voisin immédiat, et surtout au Burkina Faso, les présidents revêtent ce qui symbolise la charge qu'ils incarnent, c'est-à-dire le collier, l'écharpe, etc. Mais au Bénin, Patrice Talon ne l'a pas fait. Mais ce qui est important à signaler, c'est que quand il est allé au Burkina Faso, il s'est fait décorer là-bas. Là-bas, il portait l'écharpe du Burkina. Mais au Bénin, comme par hasard, il n'a pas besoin d'écharpe, ni de collier, ni même signer le document. Ensuite, nous avons la suivante. Vous avez deux photos officielles qui vous montrent clairement le mépris dont nous parlons. Vous avez le président Boniaï ici, le collier de rigueur, l'écharpe. C'est ça qui fait que lorsque vous prenez la photo, vous la regardez, c'est différent de ma photo ou de la photo de M. Azanpo. C'est tout simplement parce qu'il a le collier et l'écharpe. C'est ça qui fait de lui le président béninois. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est là, qui croise les bras, qui prend une photo ordinaire. Qu'est-ce qui prouve que ça, c'est un chef d'État? Rien du tout. Et il ne symbolise rien, il n'incarne rien. Ensuite, nous avons la photo suivante, qui est le deuxième élément de la faillite morale et éthique du président Talon. C'est l'idée que c'est un homme sans parole. Le président Talon symbolise jusqu'à la caricature le mépris qu'il a pour lui-même sa propre parole. Il vous dit aujourd'hui que demain, il fera beau, mais il pense en réalité le contraire. Ou il vous dit, écoutez, je vais vous donner 100 francs, mais il pense plutôt vous soutirer 200 francs. C'est-à-dire qu'il n'a aucune parole. Tout ce qu'il dit est toujours faux et faux. Vous avez, durant la campagne électorale, il y a plusieurs exemples. Le chef de l'État annonçait, je ne ferai qu'un mandat unique. Donc tout le monde, beaucoup de politologues se sont même intéressés là-dessus. Comment en un mandat unique, on peut exécuter un programme de gouvernance? En 5 ans, c'est très peu. Vous avez 2 ans uniquement pour mettre en chantier un certain nombre de dossiers. 3 ans, vous entrez dans la 3e année, et puis à partir de la 4e année, vous devez préparer les élections. Donc 5 ans, c'est très peu. Mais il dit, en 5 ans, je vais réaliser un miracle. Il a même dit devant Hollande, à l'Élysée. Donc, il le disait durant la campagne, je ne ferai qu'un seul mandat. Une fois élu, il commence à changer. Mais surtout, lorsque le peuple béninois l'a sanctionné, à travers ses représentants au Parlement, il vient et dit, 2021 est loin désormais, ça aurait pu être réglé maintenant par la révision de la Constitution. Ce n'est pas le cas. En 2021, j'aviserai en fonction de mon ressenti. Mais diable, les Béninois ne sont pas là comme des moutons. Si on avait un tant soit peu un respect pour les Béninois, on ne peut pas parler comme ça. Je vais aviser en fonction de mon ressenti. Ce n'est pas une question d'humeur. Ce n'est pas lui qui décide. C'est les Béninois qui l'ont fait président. Donc, il pourrait dire, je déciderai en fonction de ce que le peuple béninois aura décidé. C'est tout. En 2018, il va plus loin, il dit, le mandat unique n'est plus d'actualité, en tout cas, à l'heure où je vous parle, rien ne m'empêche de me présenter en 2022.
21. Et ça, il le disait sur TV5 et Le Monde Afrique. Et là, ça montre encore un autre élément qui participe aussi du mépris. C'est que le chef de l'État devait faire un bilan de ces 2 ans à la tête du pays. Il a choisi des chaînes de télévision étrangères. Ce n'est pas l'ORTB, la télévision nationale, qui est payée par le contribuable béninois, qui lui donne son salaire de chef d'État, mais c'est sur des télévisions françaises. Ça montre un degré d'imposture et de mépris pour les Béninois. Ensuite, nous avons la suivante. Vous avez surtout un élément qui est important. Je ne sais pas ceux qui sont dehors, est-ce qu'ils pourraient un peu se calmer, s'il vous plaît, parce qu'on a des retours ici. En 2016, en septembre 2016, ce qui montre que le chef de l'État est un président sans cœur, pour le dire de façon triviale, sans humanisme. Il y a eu une explosion dans une décharge au Bénin, où il y a eu 18 morts, tenez-vous bien, 18 morts et 92 blessés à Avamé. Pourquoi? Et là, le monde le dit, derrière l'explosion de la décharge d'Avamé, un drame de la misère. Des populations sont sorties et sont allées chercher de la farine avariée pour manger. Et malheureusement, c'était de la farine incendiée et donc, elles se sont fait brûler. Et la suite, s'il te plaît, où vous voyez des populations complètement brûlées au 3e degré par les farines avariées sur lesquelles on avait mis du feu et de l'essence. Ensuite, vous avez la vidéo suivante qui est assez par. Vous avez au centre national hospitalier Hubert Koutoukoumaga. Ensuite, on les a transférés là-bas. Non, vidéo next. Vous avez des personnes jetées à même le sol. 92 brûlés au 3e degré et 18 morts. Vous avez également la photo suivante. Voilà. Le chef de l'État béninois, durant cet événement, pourquoi c'est symbolique? Durant cet élément, Patrice Talon, les personnes ont été transférées au Centre national hospitalier, au CNHU, que chacun connaît ici. Mais durant cette période-là, le chef de l'État n'est jamais allé au CNHU leur rendre visite. Jamais. Mais pourtant, son bureau présidentiel se trouve en face du CNHU. Par contre, lorsque son ministre des Affaires étrangères, Benossi, avait perdu son papa, le chef de l'État a fait des dizaines de kilomètres pour aller jusqu'à Abomey, célébrer des messes, etc., avec son ministre des Affaires étrangères, alors que 18 Béninois sont décédés et 92 sont brûlés, les personnes jetées à même le sol, sans prise en charge de l'État. Ils s'en foutaient royalement. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour cela que nous sommes ici. Vous avez la diapo suivante. Ça, c'est aussi un autre élément qui symbolise vraiment l'absence d'humanisme. C'est-à-dire que durant les casses, comme elle a mentionné, le chef de l'État béninois n'a jamais reçu, n'a jamais invité, même au palais présidentiel, le peuple béninois qui était meurtri et cassé. Il s'en foutait royalement. Il n'est même pas allé sur le terrain rencontrer les gens. Mais ça, c'est indigne. Vous êtes légitime parce que vous vous occupez de la misère des populations. Ce n'est pas le contraire. Mais justement, nous avons quelqu'un d'un cynisme qui croit que gouverner, c'est uniquement que les gens l'obéissent. Non, les gens ne peuvent pas t'obéir à partir du moment où tu es élu pour t'occuper de leurs problèmes, pas l'inverse. Et c'est ce à quoi nous assistons au Bénin. Alors, vous avez la diapo suivante. Vous avez des dames qui ont dénoncé cela, mais on leur a envoyé les flics, les tabasser, les arrêter, etc. Il dit, ça va se faire de gré ou de force. Mais cette population-là, on aurait pu prévoir des mécanismes d'indemnisation. Puisque, ce qui est important à signaler, c'est que ça, c'est un acte fondateur qui marque l'effondrement total économique et social du Bénin. Pourquoi? Parce que la plupart de ces dames-là fonctionnent à un réseau de distribution. Ce sont ces dames qui achètent des produits, puisque nous n'avons pas de grandes surfaces au Bénin, comme ici, etc. C'est cette distribution-là qui permet au pays d'assurer l'approvisionnement des produits. Vous allez chez ces bonnes dames, vous trouvez du gari, vous trouvez du piment, vous trouvez le haricot, etc., un certain nombre de produits. Donc déjà là, vous avez un mécanisme de distribution alimentaire
mais vous avez aussi des sources de revenus pour ces populations. Et vous avez également pour les communes, parce que ça, Sonia peut-être l'a occulté, mais c'est que les communes béninoises, la plupart de nos mamans payent des taxes, des patentes, etc. au niveau des communes, et les communes fonctionnaient avec ces revenus. Donc, cette destruction a effondré totalement le pays. Jusqu'à aujourd'hui, le pays en est sinistré. Vous avez vu dernièrement en Côte d'Ivoire, il y a eu également les mêmes casses, mais les populations se sont soulevées. Et au Bénin, on leur a envoyé les flics, etc. Vous avez ensuite, toujours les mêmes casses. Ensuite, vous avez le deuxième niveau, c'est une économie qui est prise en charge. En otage, du moins. Le lapsus est assez... elle est prise en charge par talon, on va dire ça. Voilà. Une économie donc prise en otage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État continue de trahir son serment en faisant des affaires. Et c'est dans ça que nous besoin. Vous avez trois niveaux. Vous avez d'abord le PAG qui est une usine à gaz et vous avez une gouvernance ultra-capitaliste. Je vais l'expliquer rapidement. Et puis, vous avez l'explosion de la misère sociale des populations. C'est fortement corrélé, ces trois éléments. Alors, au niveau du PAG, on va aller très rapidement. Dine, s'il te plaît. Alors, au niveau du PAG, première chose, vous avez d'abord au niveau de la forme du PAG, avant d'entrer dans le fond. Les considérations au niveau de la forme, c'est quoi? C'est d'abord, vous savez, c'est vraiment un élément important. Le développement d'un pays, c'est quoi? C'est l'appropriation d'une population, d'une nation, de l'ensemble de ses besoins ordinaires et surtout comment elle trouve des mécanismes et des solutions pour y apporter des réponses, mais qui soient idoines. C'est ça le développement. Donc, la conception d'un tel programme, c'est d'abord un élément endogène. C'est les populations même, c'est le génie créatif d'un peuple qui le fait. C'est l'administration d'un pays. Au Bénin, le PAG qui sert de boussole au gouvernement a été conçu par une officine française, Deloitte. Et ça nous a coûté des milliards. Là-dessus, c'est l'opacité totale. On ne sait pas combien ils ont dépensé. Mais en plus, au niveau de la forme, ça s'est fait sans appel d'offres. Ça pose déjà un autre problème. Le troisième élément, c'est que les universités béninoises, ou même les chercheurs, les experts béninois, n'ont même pas été associés à la conception. Nos experts étaient juste là à servir du café et au thé pour les yovos qui travaillaient. Justement parce que le chef de l'État l'a dit, en avril 2016, il a décrété que le Bénin, c'est un désert de compétences. C'est-à-dire que circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a que des nullards dans le pays. C'est ça. Voilà pourquoi Deloitte nous a conçu ce qu'aujourd'hui leur sert de PAG qu'ils vendent un peu partout, etc. Alors, le PAG, c'est quoi? C'est justement le fait que vous avez au niveau du fonds, vous avez une politique essentiellement destinée à soutenir le capital. C'est ce qu'on appelle une politique de l'offre. Ce n'est pas une politique de la demande. Et cette politique de l'offre vise essentiellement, je vais vous le faire en deux mots, c'est mettre le paquet sur les infrastructures. Les infrastructures, mais vous aurez du clinquant partout, vous aurez, mais Cotonou sera Paris. Et c'est ça qu'ils sont en train de nous faire au Bénin. Des infrastructures, encore des infrastructures. Mais sauf que quand ils finiront de faire ces infrastructures, les gens mourront de faim. Donc, on met le paquet sur les infrastructures, l'offre, et un certain nombre de ce qu'ils appellent des réformes. Et là encore, j'aimerais attirer votre attention là-dessus, c'est que chaque fois que ce gouvernement prononce un mot, il faut toujours le lire à l'envers. Parce que l'idée de la réforme, on peut revenir beaucoup plus loin. L'idée de la réforme remonte même à la guerre des religions, au niveau du catholicisme et de Luther, qui est essentiellement le père de la réforme. Mais la réforme aujourd'hui, au sens où eux, ils l'entendent, c'est uniquement ce que j'appelle une régression anthropologique. C'est-à-dire que c'est par des mécanismes, c'est par des lois, etc., appauvrir davantage le peuple béninois et exercer la prédation. C'est tout. C'est pas favoriser un mieux-être, c'est pas permettre au peuple béninois qu'il soit maître de sa propre destinée et qu'il puisse se développer, comme on dit dans le jargon.
Et chaque mois, on lance des emprunts obligataires. À ce jour, on ne sait pas combien on en a lancé, ce que ça nous rapporte. Ils nous ont dit qu'ils ont fait un budget de 2010 milliards. Mais ce budget-là, le ministre des Finances est venu nous dire à la télé, il a été exécuté à 92%. Mais on n'a même pas eu une seule brique qu'ils ont construite. Mais comment vous exécutez un budget à 92%, mais on n'a même pas vu une seule brique? Où va tout cet argent? Donc déjà, vous avez des mécanismes de prédation et de vol, etc. Ensuite, vous avez la diapo suivante. Il est important que je spécifie sur cet aspect. Aujourd'hui, le gouvernement communique beaucoup sur les notations de Standard & Poor's. Ce qui est important de signaler, c'est que Standard & Poor's fait partie des 3 agences de notation en gros. Vous avez Moody's, Fitch et puis Standard & Poor's. Mais cette agence de notation, elle est payée par les banques. C'est celui qui vous paye qui commande. Et c'est en fonction de ça que vous fabriquez une notation. Mais cette agence-là aux États-Unis, elle a été lourdement condamnée à payer 1 milliard et quelques pour avoir menti durant la crise des subprimes. Ils ont été lourdement condamnés parce qu'ils ont trompé les États américains, le gouvernement américain, en fabriquant des fausses cotations, des fausses notations qui permettaient aux investisseurs de dire « Ah ben tiens, comme Standard & Poor's le dit, je vais investir mon argent dedans. » Sauf que c'était faux. Et c'est dans ça que nous sommes. Aujourd'hui, le gouvernement dit « Standard & Poor's salue mes réformes, etc. » Mais nous savons tous que Standard & Poor's, c'est une agence qui n'a aucune crédibilité, première chose. Et deuxième chose, c'est que vous payez pour qu'on vous arrange les notations. C'est comme ça fonctionne grosso modo. Hein. Ensuite, vous pouvez, Dean, s'il te plaît, tu passes. Ce qui est aussi important, c'est qu'elle a payé 77 millions de dollars aux gendarmes financiers américains, qui est vraiment l'institution qui gère la bourse américaine, parce qu'elle a été prise plusieurs fois la main dans le sac, avec souvent des indicateurs et des éléments frauduleux, qui ne répondent à rien. Au Bénin, aujourd'hui, ils nous disent que les réformes vont dans le bon sens. Or, c'est faux. Ensuite, vous avez une gouvernance ultra-capitaliste qui est marquée par quoi? Je vais rapidement passer dessus, mais on va détailler. Les licenciements massifs, les fermetures d'ambassades, les liquidations sauvages de sociétés publiques. Pourquoi? Il est important de poser le cadre philosophique. C'est que ce gouvernement ne croit que en ce qu'on appelle aujourd'hui le consensus de Washington. Et c'est quoi le consensus de Washington? C'est un peu une formule barbare. C'est 4 éléments essentiellement. C'est d'abord un ensemble de mécanismes de libéralisation et de privatisation des sociétés publiques. C'est ce dans quoi nous sommes. Mais une gestion budgétariste de l'État. C'est-à-dire que tout doit être mis uniquement pour l'assainissement des finances publiques. Donc la réduction des dépenses de l'État. Donc on ferme des ambassades, on jette des gens. On s'en fout. Si ces personnes ont des loyers à payer, on s'en fout. Allez, il faut qu'on fasse des économies. C'est ça. Ensuite, vous avez le troisième élément, une gestion monétariste de l'économie. Ça veut dire quoi? La priorité est mise non pas sur la croissance et l'investissement, mais uniquement sur la stabilité des prix, la lutte contre l'inflation. Et puis un dernier élément, c'est prendre un certain nombre de mesures de ce qu'ils appellent les réformes pour réformer les coûts de production. Les coûts de production, mais surtout les coûts du travail. Donc aujourd'hui, ils ont fait édicter un nouveau code du travail. Le ministre des Finances, ça c'est même le comble même de l'indignité, de l'irresponsabilité. Il est venu ici à Paris. Il nous a dit, désormais au Bénin, chère madame, il est facile de licencier. Est-ce que ça c'est des propos d'un ministre à tenir? Vous êtes là pour défendre l'intérêt général. Il n'y a jamais un rapport égalitaire entre un employeur et un employé. Mais le droit, il est là pour protéger le faible. Mais lorsque vous venez, vous détricotez ce droit-là, ce code de travail, et désormais un ministre des Finances vient à la télé et dit au monde entier, désormais au Bénin, il est facile de licencier. Vous avez la conséquence de ça, c'est que de nombreuses entreprises mettent des gens à la porte. Parce qu'au niveau du code de travail, ben, il n'y a pas des indemnités à payer, c'est facile. Donc, ensuite, suivant, vous avez le président qui continue d'être affairiste. Au niveau de Bénin Contrôle, continue de faire des affaires. Il vole l'argent public.
faut pas s'embarrasser de formules. Ils volent l'argent public. C'est des mécanismes de prédation. Il a instauré le PVI à travers Bénin Contrôle sur des bases illégales, frauduleuses, sans appel d'offres, en se prévalant d'une décision de justice au niveau de l'OHADA. Mais ce qui est important à retenir, c'est que cette décision de justice s'est faite sans contradictoire et surtout, le juge qui a rendu la décision a été corrompu. Ça, c'est important à le dire. Il a été corrompu pour rendre cette décision qui accordait à Talon 150 milliards. Bien sûr, puisqu'il a été même relevé, chassé de l'OHADA pour cette affaire. Il faut que les Béninois s'informent, il faut que les gens lisent, il faut que les gens prennent connaissance de qui nous avons. Nous parlons de 2015 en Côte d'Ivoire. Parce que dans le cadre des mécanismes de la médiation, comme on dit, et l'arbitrage, il y a des juges qui sont désignés. Et parfois, par des logiques de connivence, on approche certains juges, on leur offre des milliards, et puis ils penchent l'arbitrage vis-à-vis d'un côté. C'est ce qui s'est fait. Il a pris 150 milliards sur une base frauduleuse et mensongère. Et le juge a été radié. C'est un juge centrafricain. Je pourrais vous apporter un certain nombre d'éléments là-dessus. Au niveau de la logistique, il a réactivé ses sociétés, etc. On va avancer plus vite. Donc, vous avez aujourd'hui ce dont je parlais au niveau des privatisations. Vous avez par exemple le fichier électoral béninois, toujours sans appel d'offres, remis à Safran. Safran qui est controversé, qui organise vraiment des élections chaotiques et des fraudes partout. Vous avez les hôpitaux du Bénin qui sont passés dans le giron des hôpitaux de Paris, sans appel d'offres. Les aéroports du Bénin, désormais c'est géré par les aéroports de Paris. Le port autonome de Cotonou par le port d'Anvers. La sécurité de l'aéroport du Bénin par Morphodis. Vous avez l'hôpital de Calavi qui sera construit par Bouygues. Finalement, vive la France. Donc la France fait tout, alors que ce monsieur Talon est venu nous dire que Patrice Talon et que Lionel Zinsou se comportent comme un colon chez les sauvages et que justement il ne connaît rien du Bénin et qu'il favorise les réseaux français. Mais sauf que lui, il fait pire. Je ne suis pas sûr que Zinsou aurait fait pire. Il aurait osé, il aurait eu tout de moins quelques scrupules. Mais là, on a quelqu'un qui méprise tout, fait tout ce qu'il veut, tout simplement parce qu'il n'a pas de pouvoir en face. Eh bien, nous voulons lui dire que dans la diaspora, c'est terminé. Nous n'accepterons plus cela. La diaspora n'acceptera pas ce qui est en train de se passer. Alors, rapidement, au niveau des conséquences, surtout au niveau de ces sociétés qui sont privatisées, le Bénin va se retrouver après Talon avec des contentieux judiciaires énormes. Parce que les contrats sont ficelés. Les Occidentaux, s'il y a une seule chose qu'ils savent faire, c'est bien défendre leurs intérêts. Avec des grands cabinets d'avocats, nous allons douiller, nous allons payer très cher. Puisque ce sont des contrats qu'il faudra rompre. Parce que ce sont des contrats léonins qui ne favorisent pas l'État béninois. Donc c'est important de le dire. Vous avez aussi deux éléments sur lesquels j'aimerais insister. C'est que vous avez une absence de contrôle parlementaire. Et surtout, de contrôle tribunicien. C'est-à-dire que la société civile, vous, moi, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez saisir des juridictions ici. Puisqu'il y a un arrêt de la Cour de cassation française. C'est important que les gens se forment. Et nous, notre responsabilité, c'est d'élever le niveau de conscience des populations. Il y a un arrêt de la Cour de cassation française qui dit qu'une société mère est responsable des agissements de sa filiale. Et toutes ces sociétés-là opèrent au Bénin à partir des filiales. Et donc, nous pouvons attaquer les maisons mères ici, mais personne ne le fait. Donc, il y a ça. Vous pouvez faire du plaidoyer, vous pouvez vous mobiliser, vous pouvez saisir les autorités politico-administratives de ce pays. Donc il y a plein de choses à faire. Chers amis, mettons-nous au travail, des actes et des actes, pas de la parole. C'est surtout le sens de cette mobilisation de cet après-midi. Ensuite, vous aurez une hausse des prestations de services publics. Parce que l'aéroport, c'est pas pour le privé. L'aéroport, c'est un service public. Un hôpital, c'est un service public. Il faut soigner. Vous êtes président, non pas pour les riches, non, vous êtes président pour régler le problème des pauvres. C'est ça, le sacerdoce. Ensuite,
vous avez un élément important sur lequel j'aimerais revenir. Et ça vous donne une idée de ce dans quoi nous sommes. C'est que, au nom des réformes, au nom de la déesse réforme, il faut tuer des jeunes parce qu'il faut faire des économies. Le jeune Laourou, à cause des réformes qu'on menait, il souffrait de la leucémie. Plusieurs fois, il a été pris en charge, mais parce que tout simplement, la gestion de la prise en charge au Bénin, désormais, est passée sous le giron d'une société privée qui s'appelle la Paris Hospital Foundation, qui est en fait une fusion de 3 structures avec des hôpitaux privés ici à Paris, dont l'hôpital de Rothschild, etc. Désormais, ce sont ces structures qui gèrent les évacuations sanitaires. Mais c'est très grave. Sur quelle base ça a été fait? Le coût des prestations, qui va le payer? Mais c'est nous, à travers les impôts, que vous voyez au Bénin. C'est ça. Parce qu'il faut payer tout ça a un coût. Quand vous allez appeler les sociétés étrangères, etc., vous avez des prestations élevées. Mais surtout, c'est que le ministre de la Santé est venu dire, voilà, le jeune est malheureusement mort parce qu'on mettait des réformes en place et qu'on avait un nouveau prestataire. Ça a pris un peu de temps et voilà, il est décédé. Mais c'est très grave. Pour évacuer sanitairement un Béninois, vous n'avez pas besoin de confier ça à une société privée. Vous prenez contact, vous avez une ambassade ici quand même. Qu'est-ce qu'elle fout, l'ambassade du Bénin à Paris? Elle peut prendre contact ici avec des hôpitaux et puis faire le travail, même en Afrique du Sud. Mais il disait aussi qu'il cherchait en France. Okay. Donc ensuite, nous avons la suite. Donc, le jeune Laourou est décédé comme ça parce qu'il n'y avait pas d'argent et on faisait des réformes et voilà, on n'avait pas le temps. Et puis il est décédé. Et la famille s'est indignée, bon, ils s'en foutent. Vous avez la suite. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.